Bonjour à tous, n'oubliez pas de liker, de commenter pour le référencement, et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et bon visionnage à tous. La chambre au fond du couloir. Cette histoire provient de plusieurs témoignages discrets recueillis autour d'une vieille maison louée pendant quelques années dans une petite commune française, une maison classique en apparence, 2 étages, un long couloir à l'étage et une pièce au fond que les anciens locataires utilisaient rarement, sans vraiment savoir pourquoi. Une famille s'y installe sans connaître les détails. Les premiers jours sont normaux. Trop calmes, même. Aucun bruit de voisinage, aucune perturbation. Puis, très vite, il remarque une chose étrange. La porte de la chambre au fond du couloir est toujours légèrement entr'ouverte. Même lorsqu'il la ferme complètement. Le lendemain, elle est de nouveau entrebâillée. Il pense d'abord à un problème de charnière. Rien d'inquiétant. Jusqu'à la première nuit. Vers 3 heures du matin, la mère de famille se réveille. Elle entend un bruit léger. Comme un frottement sur le sol. Elle pense à un enfant réveillé, sort de sa chambre, regarde dans le couloir, et voit la porte du fond complètement ouverte. Alors qu'elle est certaine de l'avoir fermée. Elle s'approche lentement. L'intérieur de la pièce est plongé dans le noir total, pas une lumière, pas un mouvement, mais une sensation, une présence. Elle referme la porte et retourne se coucher sans rien dire. Les jours suivants, les phénomènes continuent, discrets, mais réguliers. La porte s'ouvre seule. Parfois plus qu'avant, parfois à peine. Comme si quelque chose jouait avec la limite, puis viennent les bruits, la nuit uniquement. Des pas dans le couloir, lents, qui s'arrêtent toujours devant la chambre du fond, jamais ailleurs. Le père décide de vérifier une nuit. Il attend. Les pas arrivent. Juste devant la porte. Puis, 3 coups, lents et espacés. Il ouvre immédiatement, rien du tout. Le couloir est vide. Mais la porte de la chambre est ouverte. Alors qu'il l'avait fermée lui-même quelques minutes avant. Le malaise s'installe. Les enfants commencent à refuser de monter à l'étage. L'un d'eux affirme avoir vu quelqu'un dans la chambre, debout, dans le noir, sans bouger. Les parents pensent à un cauchemar. Jusqu'au jour où ils entendent tous la même chose en pleine journée. Alors qu'ils sont réunis au rez-de-chaussée. Un bruit à l'étage, clair, des pas. Puis la porte qui grince lentement. Ils montent ensemble. La chambre est ouverte, vide. Mais l'air y est plus froid, nettement. Comme si la pièce n'était pas connectée au reste de la maison. À partir de là, les choses s'intensifient. La nuit, des bruits viennent désormais de l'intérieur même de la chambre. Des déplacements lents et irréguliers. Parfois, un objet semble tomber. Mais quand il vérifie, rien n'a bougé. Un soir, le père décide de filmer le couloir avec son téléphone, posé sur une commode. Il laisse enregistrer toute la nuit. Le lendemain, en visionnant la vidéo, tout semble normal pendant des heures, le silence et l'immobilité. Puis, vers 3h17 la porte s'ouvre toute seule lentement sans bruit apparent et reste ouverte, personne ne sort, personne n'entre. Mais quelques secondes plus tard, l'image devient étrange comme déformée et un son apparaît faible, presque inaudible. Comme une respiration proche. Beaucoup trop proche du micro. Alors que le téléphone se trouvait à plusieurs mètres de la chambre. Après ça, la famille décide de ne plus utiliser l'étage la nuit. Ils dorment tous en bas. Mais une dernière chose se produit. Celle qui les fera partir. Un matin, ils trouvent toutes les portes de l'étage ouvertes. Toutes sauf une. Celle de la chambre du fond fermée complètement. Pour la première fois le père monte et hésite. Pose la main sur la poignée et au moment où il commence à ouvrir, il entend distinctement, de l'intérieur, un mouvement. Comme quelqu'un qui se déplace juste derrière la porte. Il recule immédiatement. Il quitte la maison quelques jours plus tard. Et selon ce qu'ils ont appris ensuite, tous les anciens locataires avaient une règle simple, qu'aucun n'avait jamais expliqué clairement. Ne jamais fermer complètement la porte de la chambre du fond. Parce que, selon eux, ceux qui s'y trouvent n'aiment pas être enfermés. L'homme du palier 3.
Cette histoire a été racontée anonymement sur plusieurs forums français au début des années 2010, puis recoupée avec des témoignages similaires. Elle se serait déroulée dans un vieil immeuble des années 60, dans une ville moyenne du sud de la France. Un immeuble banal. 3 étages. Peu d'habitants. Trop silencieux. Un étudiant, qu'on appellera Julien, emménage dans un petit appartement au 3e étage. Dès le début, il remarque quelque chose d'étrange, il n'entend jamais ses voisins. La cage d'escalier résonne, mais comme étouffée. Et surtout, une porte, juste en face de chez lui, semble différente. Vieille. Plus sombre. Comme si elle n'avait pas été rénovée. Il demande au propriétaire, qui habite en face. Réponse, personne. Les premières nuits, rien. Puis, au bout d'une semaine, Julien commence à entendre quelque chose. Des pas. Lens. Dans le couloir. À 2h ou 3h du matin. Ce qui est étrange, c'est que les pas s'arrêtent toujours devant sa porte, il n'entend jamais la porte d'en face s'ouvrir et quand il regarde par le judas, il n'y a personne. Un soir, en rentrant tard, Julien remarque quelque chose, la porte d'en face est entr'ouverte. Très légèrement. Il est certain qu'elle était fermée avant. Il hésitait. Il s'approche. À l'intérieur, noir complet. Pas de lumière. Pas de bruit. Mais une odeur. Une odeur humide, ancienne, comme une pièce fermée depuis des années. Il referme doucement. Quelques jours plus tard. 3h du matin. Les pas reviennent. Mais cette fois, ils sont différents. Plus lourds. Plus rapides. Il s'arrête devant sa porte. Puis, 3 coups. Lens. Perfectement espaces. Julien est figé. Il ne répond pas. Les coups reprennent. Encore 3. Puis une voix. Très basse. Juste derrière la porte, ouvre. Julien n'a pas ouvert. Au matin, il sort de chez lui. Il regarde la porte d'en face. For me. Il descend voir une voisine âgée du rez-de-chaussée. Elle devient étrange quand il parle de cette porte. Silence. Puis elle dit. Il ne faut pas répondre. Après insistance, elle finit par raconter. Des années plus tôt, un homme vivait dans cet appartement. Très discret et solitaire. Un jour, les voisins ont commencé à sentir une odeur. La police est intervenue. L'homme était mort depuis plusieurs jours. Mais le plus étrange, la porte était verrouillée de l'intérieur. Aucune trace d'effraction. Et surtout, les voisins juraient l'avoir entendu marcher dans le couloir la nuit précédente. Après ça, Julien décide d'ignorer. Mais les choses empirent. Les pas deviennent quotidiens. Les coups reviennent. Parfois, quelqu'un semble gratter doucement la porte. Et un détail encore pire, un matin, il trouve une trace. Sur sa porte. Comme une empreinte de main. Sale. Grace. Pas humaine. Trop longue. Une nuit, épuisé, Julien décide de regarder par le judas au moment des coups. Il voit quelque chose. Pas clairement. Mais assez pour ne plus jamais recommencer. Une forme. Trop grande. Penchy. Comme si elle se tenait trop près de la porte. Comme si elle savait qu'il regardait. La dernière nuit avant son départ. Les coups ne viennent pas. Silence total. Puis, un bruit derrière lui. Dans son appartement. Il se retourne. Rien. Mais la porte d'entrée est entrebâillée. Alors qu'il l'avait verrouillée. Julien a quitté l'appartement le lendemain. Sans prévenir. Sans récupérer toutes ses affaires. Des années plus tard, quelqu'un aurait reloué cet appartement. Et posé la même question, qui habite en face? Le propriétaire aurait répondu, personne. Pourquoi cette histoire dérange autant? Parce qu'elle revient. Sous différentes formes. Dans différentes villes. Toujours les mêmes éléments. Un appartement vide. Des bruits dans le couloir. Quelqu'un qui frappe, la nuit. Et surtout, ne jamais répondre. Le voisin du dessus. Cette histoire vient d'un témoignage partagé anonymement par plusieurs locataires d'un même immeuble, dans une grande ville française, un bâtiment ancien avec des appartements superposés et des planchers qui laissent passer le moindre bruit,
un de ces endroits où l'on entend facilement les pas du voisin du dessus, sauf que dans ce cas précis, l'appartement au-dessus était officiellement vide depuis des mois. Un homme emménage seul au dernier étage -1, il est habitué au bruit de voisinage, ça ne le dérange pas, mais dès les premières nuits, il remarque quelque chose d'étrange. Des pas au-dessus de lui, lents, réguliers, toujours à la même heure, entre 2h et 3h du matin, comme quelqu'un qui marche sans but précis, d'un mur à l'autre, encore et encore. Au début, il pense simplement que l'appartement n'est pas vraiment vide, qu'un propriétaire ou un squatteur y passe parfois la nuit, mais en demandant au syndic, on lui confirme que personne n'y vit, et que les clés n'ont pas été utilisées depuis longtemps, ce qui ne colle pas avec ce qu'il entend chaque nuit. Les jours passent, les bruits continuent, toujours identiques, toujours au même rythme, jusqu'à ce qu'un détail change. Un soir, les pas s'arrêtent brusquement. Juste au-dessus de son lit, puis plus rien, un silence lourd, inhabituel, comme si quelque chose attendait. La nuit suivante, le schéma se répète, mais cette fois, après l'arrêt des pas, il entend un léger frottement, comme si quelque chose traînait sur le sol, puis un bruit sec, exactement au-dessus de lui, suffisamment fort pour le faire sursauter, et malgré lui, il commence à ressentir une angoisse étrange, irrationnelle, comme si ces bruits n'étaient pas seulement des bruits. Un week-end, décidé à en avoir le cœur net, il monte à l'étage supérieur, frappe à la porte de l'appartement supposé vide. Aucune réponse, il insiste, puis essaie la poignée, qui ne s'ouvre pas, mais en collant son oreille contre la porte, il entend quelque chose à l'intérieur, un mouvement léger, puis des pas, exactement les mêmes que ceux qu'il entend la nuit, lents, traînants, qui se rapprochent progressivement de la porte, jusqu'à s'arrêter juste derrière, immobile. Il recule immédiatement, mal à l'aise, et quitte l'étage sans demander son reste. Cette nuit-là, les bruits recommencent, mais différents, plus proches, plus lourds, comme si quelque chose se déplaçait avec difficulté. Et surtout, ils durent plus longtemps que d'habitude, presque toute la nuit, sans interruption. Les jours suivants, il commence à remarquer autre chose dans son propre appartement. De petits déplacements d'objets, discrets au début, un verre légèrement décalé, une chaise pas tout à fait à sa place, puis une porte qu'il est certain d'avoir fermée. Retrouvée entr'ouverte, sans courant d'air possible. Le doute s'installe, puis la peur. Une nuit, épuisé, il décide d'enregistrer les sons avec son téléphone posé sur sa table de nuit. Espérant prouver que tout cela est réel, et vers 3h, comme prévu, les pas commencent au-dessus, mais sur l'enregistrement, ils sont différents, plus nets, comme si la source était plus proche que le plafond lui-même, et au bout de quelques minutes, un second bruit apparaît. Dans sa propre pièce, un craquement léger, puis un pas, unique, distinct, enregistré clairement, juste à côté du téléphone. Le lendemain, en réécoutant, il remarque quelque chose de pire. Après ce pas, un souffle, lent, irrégulier, comme une respiration, puis un son à peine audible, presque une tentative de parole, sans mots, comme si quelque chose essayait de reproduire un son humain sans y parvenir. À partir de là, les bruits au-dessus cessent complètement. Plus rien. Silence total pendant plusieurs nuits. Ce qui aurait dû le rassurer, mais qui fait l'inverse. Parce que désormais, les bruits viennent d'ailleurs. De son propre appartement. D'abord la nuit, puis parfois en pleine journée, des déplacements discrets, toujours hors de son champ de vision, comme quelque chose qui évite d'être vu, puis un soir, alors qu'il est allongé, parfaitement éveillé, il entend un pas dans le couloir, chez lui, lent, traînant, identique à ceux du dessus, qui s'approche de sa chambre, puis s'arrête juste devant la porte, sans entrer. Il ne bouge pas, n'ose pas respirer. Et dans le silence qui suit, il entend clairement, de l'autre côté, un second pas, comme si quelque chose venait de se repositionner. Il quitte l'appartement quelques jours plus tard, sans explication, mais le détail qui reste, celui qu'il n'a jamais réussi à oublier, c'est ce qu'il a appris après. L'appartement du dessus n'avait pas été occupé depuis des mois. Mais le précédent locataire était mort seul à l'intérieur, et selon les voisins, les derniers jours avant qu'on découvre son corps, on entendait déjà des pas la nuit, exactement au même endroit. La forêt qui répond. Un garde forestier nommé Marc est affecté à une zone isolée d'une grande forêt du sud-est, un endroit si dense et ancien que le silence y paraît presque vivant, et avant même qu'il ne commence vraiment son travail, son supérieur lui glisse une consigne étrange.
si tu entends quelqu'un t'appeler, vérifie toujours 2 fois. Au début, tout semble normal, avec seulement les bruits habituels des animaux et du vent, mais très vite Mark remarque que la forêt a quelque chose d'anormal. Par moments, elle devient totalement silencieuse, comme si toute vie s'arrêtait d'un coup, puis une nuit, lors d'une patrouille, il entend une voix faible l'appeler par son prénom Mark. Alors qu'il est censé être totalement seul, et pensant à un randonneur perdu, il répond, mais la voix revient, plus proche, sans jamais venir d'une direction précise, comme si elle venait de partout à la fois, ce qui le met profondément mal à l'aise, et le lendemain en cherchant des traces, il découvre des empreintes impossibles, trop longues, irrégulières, s'arrêtant net sans reprendre plus loin, comme si la chose qui les avait laissés disparaissait par moments. Puis les nuits suivantes. Les phénomènes empirent, des coups lents et réguliers résonnent sur les murs de sa cabane, puis sur la porte, comme un signal, jusqu'à ce qu'une nuit il entende la voix parfaite de son collègue lui dire « Mark, ouvre, c'est moi », alors que celui-ci se trouve à des kilomètres. Sans aucun bruit de véhicule ni de pas, et quand Mark ne répond pas, la voix change légèrement, comme si quelque chose essayait de corriger une imitation imparfaite avant de répéter « ouvre », ce qui le glace complètement, puis plus tard, au milieu de la nuit, des pas lourds mais étrangement maladroits se font entendre sur le toit de la cabane, se déplaçant lentement jusqu'à s'arrêter juste au-dessus de lui dans un silence total, et au matin il découvre des traces faisant le tour complet de la cabane, comme si quelque chose avait tourné autour toute la nuit sans jamais partir, et peu après, un randonneur disparaît dans la zone, ses affaires étant retrouvées sans aucune trace de son corps, ce qui pousse Mark à installer un enregistreur audio pendant la nuit, mais en écoutant l'enregistrement le lendemain, il entend non seulement des pas autour de la cabane, mais aussi sa propre voix, parfaitement reconnaissable, dire entre. Alors qu'il n'a jamais prononcé ces mots, et c'est à ce moment-là qu'il comprend que quelque chose dans cette forêt ne se contente pas d'observer mais apprend, imite, et s'approche progressivement, jusqu'à la dernière nuit, où après un silence anormalement lourd, il entend un bruit de respiration à l'intérieur même de la cabane, derrière lui, sans qu'aucune porte ni fenêtre n'ait été ouverte, ce qui le pousse à demander immédiatement sa mutation et à quitter les lieux, et depuis, parmi les anciens gardes forestiers, une règle circule toujours. Simple mais terrifiante. Si tu es seul en forêt et que quelqu'un t'appelle par ton prénom, surtout avec une voix que tu reconnais, ne réponds jamais. La porte qui se ferme seule. Cette histoire aurait été racontée par plusieurs occupants successifs d'une vieille maison isolée, située à l'écart d'un petit village, une bâtisse ancienne, légèrement enfoncée dans le sol, avec des murs épais et des pièces qui semblent absorber les sons, une maison que certains refusaient déjà d'acheter sans vraiment expliquer pourquoi, jusqu'au jour où un couple décide de s'y installer avec leur fils adolescent, sans croire aux rumeurs locales. Les premiers jours se passent normalement, la maison est silencieuse, presque trop calme, mais très vite il remarque une chose étrange. Une porte au rez-de-chaussée, située au bout d'un court couloir, mène à une petite pièce vide qu'il n'utilise pas, et cette porte se referme toujours toute seule, peu importe comment il la bloque, même en la laissant grande ouverte. Au début, il pense à un courant d'air, à un défaut dans le sol, mais après plusieurs tentatives, le phénomène continue, toujours de la même manière, lentement, sans bruit, comme si quelqu'un la poussait de l'intérieur plutôt que de l'extérieur, ce qui commence à créer un malaise, sans encore les effrayer réellement. Puis les nuits changent tout. Le fils commence à entendre des bruits dans le couloir, tard, toujours après minuit, des pas très lents, irréguliers, qui s'arrêtent devant cette fameuse porte, puis plus rien, un silence total, comme si quelque chose attendait. Une nuit, il décide de regarder. Il entr'ouvre sa porte, observe le couloir. Et voit la porte du fond en train de se fermer, toute seule, lentement, sans aucune présence visible autour. Il reste figé, incapable de bouger, jusqu'à ce qu'elle se referme complètement, avec un léger clic presque imperceptible. Le lendemain, il en parle à ses parents, qui restent sceptiques, jusqu'à ce que le père vive la même chose quelques jours plus tard. En pleine nuit, réveillé par un bruit discret, il sort de sa chambre, regarde le couloir. Et voit la porte déjà entr'ouverte, puis, sous ses yeux, elle commence à se refermer, comme si quelque chose, de l'autre côté, tirait doucement dessus. À partir de là, les phénomènes deviennent plus fréquents, et surtout plus proches, des objets changent légèrement de place, des portes intérieures se retrouvent entr'ouvertes alors qu'elles étaient fermées, et une sensation étrange s'installe dans la maison,
comme si certaines zones devenaient plus froides, plus lourdes, en particulier près de cette pièce. Un soir, le couple décide de vérifier ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ouvrent la porte complètement, allument la lumière. Et ne trouvent rien, une pièce vide, sans meubles, sans traces. Mais l'air y est différent, plus dense, difficile à décrire, comme si le silence y était plus profond qu'ailleurs. Ils referment et tentent d'ignorer. Mais quelques jours plus tard, quelque chose change encore. La porte ne se contente plus de se fermer. Elle s'ouvre aussi lentement, toujours seule. Et parfois, ils la retrouvent grande ouverte au matin, alors qu'ils sont sûrs de l'avoir fermée la veille. Une nuit, le père décide de rester éveillé dans le salon, face au couloir, pour observer. Les heures passent. Rien. Puis, vers 3 heures du matin, la porte s'ouvre lentement, sans bruit. Il reste immobile, observant l'intérieur plongé dans le noir. Et c'est là qu'il remarque un détail. L'obscurité à l'intérieur n'est pas normale. Elle semble plus sombre que le reste de la maison, comme si la lumière du couloir ne pouvait pas y entrer complètement. Il hésite, puis fait un pas vers la porte. À ce moment précis, elle se referme brusquement. Beaucoup plus vite que d'habitude. Comme si quelque chose avait réagi à sa présence. Le choc est suffisant pour le faire reculer. Les jours suivants, la tension devient constante, les bruits dans le couloir se multiplient, parfois en pleine journée, toujours près de cette pièce, et un soir, alors que toute la famille est réunie dans le salon, ils entendent distinctement la porte s'ouvrir, puis se refermer, une fois puis une deuxième puis une troisième comme un rythme, comme un signal. Personne n'ose bouger. Jusqu'à ce que le fils remarque quelque chose de pire. Entre deux mouvements de la porte, il y a un bruit très léger comme un pas qui vient de l'intérieur de la pièce. Quelques jours plus tard, ils quittent la maison, sans chercher à comprendre davantage. Mais le détail le plus dérangeant, celui qu'ils ont appris bien après, c'est que les anciens propriétaires avaient une habitude étrange. Ils ne fermaient jamais cette porte. Jamais complètement. Parce que selon eux, quand elle restait fermée trop longtemps, quelque chose finissait toujours par l'ouvrir. L'entité sans nom. Cette histoire circule discrètement dans certains cercles étudiants en France et aurait été racontée à plusieurs reprises avec des détails étrangement similaires. Tout commence avec 3 amis, dans un appartement ancien, qui décident un soir d'essayer une séance de Ouija juste pour voir. Sans vraiment y croire, ils installent la planche sur une petite table, ferment les volets, allument quelques bougies et posent leurs doigts sur le verre retourné. Au début rien ne se passe, ils rient, plaisantent, pensent arrêter, puis soudain le verre bouge légèrement, ils accusent l'un d'entre eux de pousser mais tous jurent ne rien faire, alors ils posent une question simple, y a-t-il quelqu'un? Et lentement le verre glisse vers oui, ce qui les met mal à l'aise sans encore les effrayer vraiment, ils continuent, demandent un prénom, le verre se déplace lettre par lettre de façon hésitante, comme si quelque chose apprenait à écrire, formant un mot incomplet, incohérent, puis s'arrête brusquement, l'atmosphère devient lourde, presque oppressante, l'un d'eux propose d'arrêter mais un autre insiste pour continuer, et c'est là que les choses changent. Le verre commence à bouger plus vite, trop vite pour être contrôlé facilement, répondant avant même que les questions soient entièrement posées, comme si quelque chose anticipait, puis l'un des amis, mal à l'aise, retire sa main, mais le verre continue quand même à bouger sous les doigts des 2 autres, ce qui les glace immédiatement, ils demandent alors qui es-tu? Et cette fois le verre ne forme pas un prénom mais glisse directement vers non, puis recommence, encore et encore, comme une réponse en boucle, la tension monte, l'air semble plus froid, l'un d'eux remarque que la flamme des bougies vacille sans raison alors qu'aucune fenêtre n'est ouverte, il décide d'arrêter et de dire au revoir comme le veut la règle, mais le verre refuse de se déplacer vers au revoir. Il revient systématiquement vers le centre, puis vers non, de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'un bruit sec retentisse dans la pièce voisine. Comme si quelque chose était tombé, ils sursautent, coupent la séance brusquement et retirent leurs mains, pensant que tout va s'arrêter là. Mais c'est après que les choses deviennent réellement étranges. Cette nuit-là, l'un d'eux se réveille en entendant quelqu'un murmurer dans l'appartement, une voix basse, indistincte, il pense à un colocataire mais en sortant de sa chambre. Il ne trouve personne, pourtant il entend clairement un léger frottement, comme quelque chose qui se déplace lentement dans le salon, au même endroit où la séance a eu lieu. Les jours suivants, de petits phénomènes apparaissent, des objets déplacés,
des portes légèrement ouvertes alors qu'elles étaient fermées, des bruits la nuit toujours vers la même heure. Puis le plus dérangeant arrive. L'un des amis commence à entendre son prénom murmuré alors qu'il est seul, exactement comme lors de la séance, avec la même tonalité hésitante, presque imparfaite, comme si la voix n'était pas encore complètement maîtrisée. Il décide alors de refaire une séance pour fermer correctement. Mais dès qu'il pose les doigts sur le verre, celui-ci se met à bouger immédiatement, sans question, et trace lentement une suite de lettres sans sens apparent avant de s'arrêter sur une seule chose. Reste. Après quoi le verre devient totalement immobile, impossible à bouger pendant plusieurs secondes, comme bloqué, ce qui les pousse à abandonner définitivement, et même s'ils ont fini par déménager et couper contact avec cet épisode. Un détail continue de revenir dans leurs témoignages des années plus tard. Ils ont tous, à des moments différents, entendu leur prénom être murmuré lorsqu'ils étaient seuls, toujours de la même manière, lente, imparfaite. Comme si quelque chose continuait d'apprendre à les appeler. Il n'a jamais dit au revoir. Cette histoire aurait été racontée par plusieurs étudiants d'un même groupe, sans jamais être officiellement publiée, et concerne une soirée qui devait être un simple jeu dans un appartement loué pour l'année universitaire, un soir banal où 4 amis décident de tenter une séance de Ouija pour rire. Sans réelle conviction, ils installent la planche sur une table basse, ferment les volets, baissent la lumière et posent leurs doigts sur un verre retourné. Au début rien ne se passe, ils rient. Hésitent à arrêter, puis le verre bouge légèrement, très lentement, assez pour les faire douter, ils se regardent, accusent l'un d'eux de pousser, mais tous jurent ne rien faire. Alors ils continuent, posent une question simple, y a-t-il quelqu'un? Et le verre glisse vers oui, ce qui suffit à installer un malaise, sans encore les faire paniquer. Ils enchaînent avec d'autres questions, demandent un prénom, mais le verre ne répond pas clairement, il trace des lettres incohérentes, s'arrête, repart, comme si quelque chose cherchait ses mots sans réussir à se stabiliser, puis soudain, le rythme change, le verre accélère brusquement, répond avant même que les questions soient terminées, ce qui les met mal à l'aise, l'un d'eux retire sa main, nerveux, mais le verre continue à bouger sous les doigts des autres. Ce qui n'est plus explicable. Il demande alors qui es-tu, et cette fois, le verre ne donne pas de nom mais écrit juste possession, puis revient au centre, puis écrit encore possession, plusieurs fois, de plus en plus vite, jusqu'à ce que l'un d'eux propose d'arrêter, mais quand il tente de dire au revoir, le verre refuse de s'y rendre, il revient systématiquement vers le centre, puis écrit encore possession. Comme bloqué dans une réponse unique, la tension monte, l'air devient lourd, presque étouffant, et sans prévenir, l'un des participants, celui qui était resté le plus silencieux jusque-là, commence à respirer de manière étrange, plus lente. Comme s'il n'était plus synchronisé avec les autres, il le regarde, lui parle, mais il ne répond pas immédiatement, puis il relève la tête, et son regard est différent, fixe, vide, comme absent. La séance est interrompue brutalement, ils retirent tous leurs mains, allument la lumière, essaient de rire pour détendre l'atmosphère, mais quelque chose a changé, le silence qui suit n'est pas normal, il est trop dense, trop lourd, et le garçon concerné reste calme, trop calme, il dit qu'il va bien. Mais sa voix est légèrement décalée, comme si elle sortait avec un léger retard, ou comme si elle était imitée. Les jours suivants, les phénomènes commencent, discret d'abord, il devient plus distant, dort peu, affirme entendre des bruits la nuit dans sa chambre, des mouvements, des respirations, mais le plus inquiétant, c'est qu'il commence à parler seul, à voix basse, comme s'il répondait à quelqu'un, et quand ses amis lui demandent avec qui il parle, il répond simplement rien, ou personne, sans jamais développer. Puis un détail revient plusieurs fois. Ils répètent des mots qu'ils ont utilisés pendant la séance, mais dans le désordre, comme une boucle, comme si quelque chose rejouait le moment sans en comprendre le sens. Une nuit, l'un de ses amis dort chez lui pour vérifier, et vers 3 heures du matin, il se réveille en entendant une voix dans la pièce, pas de voix, une seule, mais qui semble légèrement déformée, il ouvre les yeux, et voit son ami assis sur le lit, dos tourné, immobile, en train de murmurer, très lentement, des mots incompréhensibles, puis, sans se retourner, il dit clairement, il n'a pas fini. Avec une voix qui ne correspond pas totalement à la sienne. Le lendemain, ils décident de refaire une séance pour fermer ce qu'ils ont ouvert, malgré leur peur, ils posent leurs doigts sur le verre, et celui-ci se met à bouger immédiatement, sans question, glissant directement vers une suite de lettres qui ne forment pas de mots.
puis s'arrêtent brutalement sur reste, avant de devenir totalement immobiles, impossibles à bouger pendant plusieurs secondes, comme bloqués, ce qui les pousse à abandonner définitivement. À partir de ce moment, le comportement du garçon change radicalement, il devient plus agressif, plus instable, puis parfois totalement vide, comme absent, et plusieurs fois, ses amis affirment l'avoir entendu parler avec une voix différente, plus grave, plus lente, utilisant des phrases qu'il ne prononçait jamais auparavant. Le point de rupture arrive quelques jours plus tard, lorsqu'il le trouve dans sa chambre, debout face au mur, immobile, dans le noir complet, sans réagir à leur présence pendant plusieurs secondes, puis il tourne lentement la tête vers eux, et sourit, un sourire qui ne correspond pas à son expression habituelle, trop large, trop figé, avant de dire simplement « Vous avez répondu ». Après cet événement, ils appellent de l'aide, coupent contact avec lui, et ne parlent plus jamais de cette soirée entre eux, mais un détail reste, celui qui revient dans tous leurs témoignages. Ils n'ont jamais réussi à dire au revoir correctement pendant la première séance, et selon eux, ce qui a répondu ce soir-là ne cherchait pas à communiquer, mais à entrer. La pièce qui n'existe pas. Cette histoire a été racontée à plusieurs reprises dans des groupes d'urbex en France, sans jamais vraiment être médiatisée. Elle concernerait un ancien hôpital abandonné quelque part en périphérie d'une grande ville. Un bâtiment immense, laissé à l'abandon depuis des années, avec des étages entiers condamnés et des couloirs rongés par l'humidité. 3 amis décident de s'y introduire une nuit pour explorer. Équipés de lampes torchées et de caméras, habitués à ce genre d'endroit, ils ne s'attendent pas à grand-chose de plus que des salles vides et du matériel rouillé. Mais dès leur entrée, ils remarquent que le silence est anormalement lourd. Comme étouffé. Leurs pas résonnent bizarrement, et certains couloirs semblent plus longs qu'ils ne devraient l'être, comme si la perspective ne fonctionnait pas correctement. Ils avancent, explorent plusieurs pièces sans rien de particulier, jusqu'à ce qu'ils tombent sur un escalier qu'aucun plan trouvé en ligne ne mentionnait. Un escalier étroit descendant vers un niveau inférieur. Hésitant mais curieux, ils décident de descendre. En bas, ils découvrent un couloir beaucoup plus propre que le reste du bâtiment. Presque intact. Ce qui n'a aucun sens vu l'état général des lieux. Les murs sont blancs, sans graffiti, sans dégradation, comme si cet endroit avait été préservé. Ou oublié. Ils avancent lentement. Leur lampe éclaire des portes fermées numérotées. Et c'est là que leur malaise commence à grandir. Chaque porte semble identique. Le couloir paraît se répéter. Ils passent devant les mêmes numéros 2 fois sans comprendre comment c'est possible, comme s'ils tournaient en rond sans jamais faire demi-tour. L'un d'eux propose de marquer un mur pour vérifier. Ce qu'ils font. Mais en continuant, ils retombent sur la même marque. Sans jamais avoir fait marche arrière. La tension monte. Ils décident de remonter. Mais lorsqu'ils reviennent sur leurs pas, l'escalier a disparu. À la place, seulement un mur. Brut. Sans ouverture. Comme s'il n'avait jamais existé. Pensant à une panique ou à une erreur de perception, ils cherchent une autre sortie. Mais le couloir semble s'étirer. Les portes deviennent de plus en plus rapprochées. Puis de plus en plus espacées. Leurs lampes commencent à faiblir sans raison, alors que les batteries étaient pleines. Et c'est à ce moment qu'ils entendent un bruit derrière l'une des portes. Un léger mouvement. Comme quelqu'un qui se déplace lentement à l'intérieur. Il s'arrête. Puis l'un d'eux approche son oreille. Il entend clairement une respiration. Humaine, ou presque. Il recule immédiatement. Mais le bruit continue. Puis un autre, derrière une deuxième porte. Puis une troisième. Comme si plusieurs pièces étaient occupées. Ce qui est impossible dans un lieu abandonné. La peur devient réelle. Ils essaient d'ouvrir une porte. Elle résiste d'abord. Puis cède brusquement, révélant une pièce vide. Totalement vide. Sans meubles. Sans traces. Sans source du bruit qu'ils entendaient pourtant quelques secondes avant. Ils referment, paniqués. Et commencent à courir. Mais le couloir ne semble jamais finir. Jusqu'à ce qu'ils aperçoivent enfin une porte différente. Au fond, plus sombre. Sans réfléchir, ils s'y précipitent. Et débouchent, à l'extérieur du bâtiment. Au rez-de-chaussée. Comme si rien ne s'était passé.
Complètement désorientés, ils sortent, reprennent leur souffle, et jurent de ne jamais revenir. Mais le détail qui les a marqués, celui qu'ils n'ont jamais réussi à expliquer, c'est en vérifiant les images de leur caméra plus tard. Pendant toute la durée où ils étaient dans ce couloir, aucun son n'a été enregistré. Pas leur voix, pas leurs pas, rien. Sauf, à un moment précis, quelques secondes, où l'on entend distinctement une respiration lente, juste à côté du micro, alors qu'aucun d'eux ne parlait ni ne se trouvait aussi près de la caméra, comme si quelque chose les avait suivis tout le long, sans jamais apparaître. Entre les arbres, il y a quelqu'un. Cette histoire provient de récits partagés entre randonneurs et chasseurs dans une grande forêt reculée, un endroit peu fréquenté, dense, où les sentiers disparaissent facilement et où la lumière passe difficilement entre les arbres. Un homme habitué à marcher seul décide d'y passer une journée entière. Connaissant bien la zone, il ne craint pas de s'éloigner des chemins balisés, il avance pendant des heures sans problème, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'étrange. La forêt devient soudainement silencieuse, pas un oiseau, pas un insecte, rien, un silence total qui lui donne immédiatement une sensation de malaise, comme si quelque chose avait changé sans qu'il sache quoi. Il continue malgré tout, essayant d'ignorer cette impression, mais très vite, il a le sentiment d'être observé, pas de manière vague, mais précise, comme si quelqu'un le suivait entre les arbres, hors de son champ de vision. Il s'arrête plusieurs fois, écoute, se retourne brusquement, mais ne voit rien, seulement les troncs immobiles et l'obscurité entre eux. Puis, alors qu'il contourne une zone plus dense, il aperçoit quelque chose, très brièvement, entre deux arbres, une forme pâle, verticale, immobile, qui disparaît dès qu'il essaie de la fixer directement. Il pense d'abord à un effet de lumière, à une illusion, mais quelques minutes plus tard, il la revoit, plus loin, toujours entre les arbres, toujours immobile, comme si elle était là depuis le début. La tension monte, il décide de faire demi-tour, mais en revenant sur ses pas, il remarque que le chemin ne correspond plus exactement à celui qu'il a emprunté. Certains repères ont disparu, d'autres semblent déplacés, comme si la forêt elle-même avait changé, et c'est à ce moment qu'il entend un bruit derrière lui, un pas unique, sec, qui ne correspond pas à ses propres mouvements. Il s'arrête, écoute. Puis un autre pas, légèrement décalé, comme si quelqu'un marchait en reproduisant son rythme, mais avec un léger retard, et il accélère. Les pas aussi. Toujours derrière lui, jamais visible. Puis il voit de nouveau la forme, cette fois plus proche, entre deux arbres, plus nette, une silhouette très pâle, presque blanche, immobile, sans visage distinct, sans détail, mais clairement présente, et surtout, tournée vers lui. La silhouette ne bouge pas. Le silence est total. Puis, sans prévenir, elle disparaît. Pas en se déplaçant. Juste, absente. Comme si elle n'avait jamais été là. Il recule, désorienté, puis entend un bruit sur sa droite, se retourne, et la voit de nouveau, encore plus proche, à quelques mètres seulement, entre les arbres, exactement à hauteur humaine, toujours immobile, toujours silencieuse. À partir de ce moment, la panique prend le dessus, il commence à marcher plus vite, puis à presque courir, essayant de retrouver un chemin familier, mais la forêt semble se répéter, les mêmes arbres, les mêmes formes, comme un décor figé. Les apparitions deviennent plus fréquentes, parfois à gauche, parfois à droite, jamais devant, toujours en périphérie, comme si la chose évitait volontairement d'être directement face à lui. Puis il entend quelque chose de pire, un souffle derrière lui très proche. Beaucoup trop proche pour être naturel. Il s'arrête net. Le souffle s'arrête aussi. Il n'ose plus bouger pendant quelques secondes, puis reprend lentement, et le souffle revient, synchronisé avec ses mouvements, comme attaché à lui. Finalement, après un temps qu'il ne saura jamais estimer, il aperçoit une zone plus claire, la sortie de la forêt, il accélère, franchit la limite des arbres et se retrouve sur un chemin connu, en sécurité apparente. Il se retourne une dernière fois. La forêt est immobile, silencieuse et vide. Aucune trace de la silhouette. Mais plus tard, en repensant à ce qu'il a vu, un détail le hante encore. À aucun moment la chose n'a fait un seul bruit en se déplaçant, sauf une fois. Le tout premier pas qu'il a entendu. Et selon lui, ce n'était pas un pas qui le suivait. C'était un pas qui s'était synchronisé au sien. Comme si, à partir de ce moment-là,
Quelque chose avait commencé à marcher exactement comme lui, juste hors de sa vue. Il n'était plus seul dans le miroir. Cette histoire provient d'un témoignage partagé anonymement entre plusieurs étudiants, concernant un jeune homme qui vivait seul dans un petit appartement ancien, un endroit banal en apparence, avec des murs épais et un grand miroir fixé dans la chambre, un miroir ancien déjà présent lors de son arrivée, qu'il n'avait jamais vraiment remarqué au début, jusqu'à ce qu'il commence à faire des rêves étranges, récurrents, toujours les mêmes, dans lesquels il se voyait dormir. Mais depuis un autre point de vue, comme s'il était observé, et dans ses rêves, il y avait toujours un détail qui changeait, quelque chose derrière lui, dans le reflet, une forme floue, difficile à distinguer, qui semblait se rapprocher un peu plus chaque nuit. Au réveil, il mettait ça sur le compte de la fatigue, du stress, mais très vite, il commença à éviter de regarder le miroir trop longtemps, sans vraiment savoir pourquoi, une sensation persistante, comme si son reflet n'était pas parfaitement synchronisé avec lui, comme s'il y avait un léger décalage, presque imperceptible mais suffisant pour créer un malaise constant. Les jours passaient, et ce sentiment ne faisait que grandir, jusqu'à ce qu'il remarque un soir, en se brossant les dents, que son reflet semblait fixer quelque chose derrière lui, alors que lui regardait droit devant, il se retourna immédiatement, mais il n'y avait rien, et en revenant face au miroir, tout était redevenu normal ou presque. Parce qu'il était certain d'avoir vu quelque chose. À partir de là, les phénomènes commencèrent à s'intensifier, des bruits la nuit, toujours vers la même heure, entre 3h et 4h du matin, des mouvements dans l'appartement, des objets légèrement déplacés, mais surtout, cette sensation d'être observé, même en pleine journée, comme si quelque chose partageait l'espace avec lui sans jamais se montrer directement. Un soir, épuisé, il décida de couvrir le miroir avec un drap. Le soulagement fut immédiat et le silence revint. Les nuits devinrent calmes. Pendant quelques jours. Puis, une nuit, il se réveilla sans raison apparente, avec une impression étrange, comme un manque, quelque chose qui n'était plus à sa place, il alluma la lumière, et vit que le drap était tombé, sans qu'aucune fenêtre ne soit ouverte. Le miroir était de nouveau visible. Et cette fois, en le regardant, il vit clairement que quelque chose n'allait pas. Son reflet était là. Mais pas exactement comme lui. Il était immobile. Alors que lui respirait encore fortement. Il resta figé, incapable de détourner le regard, et après quelques secondes, le reflet sourit. Un sourire lent, décalé, qui ne correspondait pas à son propre visage. Il recula immédiatement, le cœur battant, et quitta la pièce. Les jours suivants, son comportement changea. Il devint plus silencieux et distant, comme absorbé par quelque chose d'invisible. Il passait de plus en plus de temps face au miroir, parfois sans bouger pendant de longues minutes, comme s'il attendait quelque chose. Ses proches commencèrent à s'inquiéter, mais il refusait d'en parler. Il disait simplement qu'il était fatigué. Puis, un détail revint dans plusieurs témoignages. Lorsqu'on lui parlait, il mettait parfois quelques secondes à répondre, comme si la réponse venait d'ailleurs, ou comme s'il devait écouter avant de parler. Une nuit, un ami venu dormir chez lui fut réveillé par un bruit dans la chambre, un léger frottement, suivi d'un murmure. Il ouvrit les yeux et vit le jeune homme debout face au miroir, immobile, en train de parler à voix basse, mais ce n'était pas une conversation normale, il répétait les mêmes mots, encore et encore, comme une boucle et dans le reflet. Son ami affirmera plus tard qu'il avait l'impression qu'il y avait deux mouvements, deux intentions différentes, comme si le reflet ne suivait pas exactement les gestes réels. Le lendemain, le jeune homme affirma ne se souvenir de rien. Mais son état empirait. Il dormait de moins en moins. Parfois, il disait entendre son propre prénom chuchoter derrière lui, alors qu'il était seul. Puis vint le dernier événement. Celui qui poussa ses proches à intervenir. Ils le trouvèrent un soir assis devant le miroir, dans le noir complet, sans lumière, les yeux ouverts, fixant son reflet, totalement immobile depuis un temps indéterminé. Ils allumèrent la lumière. Il ne réagit pas immédiatement. Puis, lentement, il tourna la tête vers eux et parla. Mais ce qu'ils ont décrit n'était pas simplement sa voix. Elle était plus lente et plus grave comme décalée. Il dit simplement « c'est mieux comme ça ». Après cela, il fut pris en charge et quitta l'appartement. Le miroir fut retiré. Mais le détail qui reste, celui qui rend cette histoire particulièrement dérangeante,
c'est ce qu'il aurait dit plus tard, après s'être éloigné de cet endroit. Il n'avait pas l'impression d'avoir été remplacé, mais d'avoir été observé, copié, lentement, jusqu'à ce que quelque chose sache exactement comment être lui. Et selon ses propres mots, la chose la plus inquiétante n'était pas ce qu'il avait vu, mais le moment où il a commencé à ne plus voir de différence entre lui et son reflet. Elle ne voulait pas partir. Cette histoire aurait été racontée par plusieurs personnes ayant occupé une même maison louée brièvement à différents locataires, une maison ancienne, légèrement en retrait d'une route peu fréquentée, entourée d'arbres avec un intérieur banal en apparence mais une atmosphère qui semblait peser sur ceux qui y restaient plus de quelques jours. Une sensation difficile à expliquer, comme si l'air y était plus dense, plus lourd, surtout dans une pièce précise à l'étage, une chambre vide que les anciens occupants évitaient sans toujours savoir pourquoi. Un jeune couple décide de s'y installer temporairement, sans prêter attention aux rumeurs. Les premiers jours sont calmes, presque normaux, à un détail près. La température dans la maison varie sans raison, certaines zones deviennent soudainement froides, puis reviennent à la normale quelques minutes plus tard, et la nuit, ils commencent à entendre des bruits légers, des déplacements, comme des pas lents dans les pièces au-dessus, alors qu'ils dorment déjà à l'étage, ce qui ne devrait pas être possible. Ils pensent d'abord à des craquements, à la structure de la maison, mais les bruits deviennent plus réguliers, plus précis et surtout ils semblent suivre un schéma, toujours les mêmes trajets, les mêmes arrêts, comme si quelque chose se déplaçait intentionnellement. Puis viennent les sensations. La femme affirme ressentir une présence derrière elle lorsqu'elle est seule dans certaines pièces, une impression constante d'être observée, au point de ne plus vouloir rester seule dans la maison, même en pleine journée. Un soir, elle monte dans la chambre vide à l'étage. Poussée par une sorte de curiosité mêlée d'angoisse, elle ouvre la porte et ressent immédiatement quelque chose de différent, un froid brutal, une pression, comme si l'espace lui-même réagissait à sa présence. Elle fait quelques pas à l'intérieur, regarde autour, et a soudain la certitude qu'elle n'est pas seule. Elle ressort presque immédiatement, sans savoir pourquoi, avec une peur qu'elle ne parvient pas à expliquer. Les nuits suivantes, les phénomènes s'intensifient. Des objets changent légèrement de place, des portes se retrouvent entr'ouvertes alors qu'elles étaient fermées, et surtout, il commence à entendre des bruits venant directement de cette chambre, des déplacements lents, irréguliers, parfois accompagnés d'un son plus étrange comme un frottement, ou une respiration très basse, difficile à localiser. Un soir, le couple décide d'enregistrer les bruits en laissant un téléphone dans le couloir, face à la porte de la chambre. Le lendemain, en écoutant, ils entendent clairement des pas, puis un silence, puis un son différent, plus proche du micro, comme une présence immobile juste derrière la porte, et enfin, un murmure, très faible, impossible à comprendre, mais suffisamment distinct pour être réel. À partir de ce moment, la situation devient insupportable. La femme commence à avoir des réactions étranges, des absences, des moments où elle reste immobile, regardant dans le vide, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Puis elle commence à parler seule, à voix basse, souvent la nuit, toujours en direction de la porte de la chambre. Lorsqu'on lui demande avec qui elle parle, elle répond simplement « elle », sans jamais expliquer. Le compagnon, de plus en plus inquiet, tente de la convaincre de quitter la maison, mais elle refuse, disant qu'elle ne veut pas qu'on parte, comme si cette volonté ne venait pas d'elle. Une nuit, il se réveille et la trouve debout dans le couloir, face à la porte de la chambre, immobile, dans le noir. Il l'appelle, elle ne répond pas immédiatement, puis tourne lentement la tête vers lui, et lui dit, avec une voix étrangement calme, « Elle est derrière moi ». Il allume la lumière. Il n'y a rien mais la porte de la chambre est ouverte alors qu'il l'avait fermée avant de dormir. Le lendemain, ils décident enfin de partir mais au moment de préparer leurs affaires, quelque chose change. La femme refuse de quitter la maison, devient agitée, confuse, puis totalement silencieuse, comme absente, et lorsqu'il insiste pour partir immédiatement, elle le regarde et dit simplement « C'est trop tard ». Il quitte finalement les lieux dans la précipitation. Mais le détail le plus dérangeant, celui qui revient dans les témoignages suivants, c'est que les locataires d'après ont rapporté exactement les mêmes phénomènes, la même présence, la même chambre, et surtout, le même mot, toujours entendu de différentes manières, dans des murmures, des enregistrements ou des rêves, reste. Comme si quelque chose dans cette maison ne cherchait pas seulement à se montrer,
mais à empêcher ceux qui y entrent d'en sortir complètement. La sortie condamnée. Cette histoire aurait été racontée par un petit groupe d'explorateurs urbains après une expédition dans un ancien complexe industriel abandonné, un immense site composé de plusieurs bâtiments reliés entre eux, avec des sous-sols étendus et des couloirs techniques rarement explorés, un endroit connu localement mais évité par certains pour des raisons jamais vraiment expliquées, et pourtant ce soir-là, 4 amis décident de s'y rendre, confiants, habitués à ce genre d'endroit. Ils entrent par une ouverture déjà utilisée, traversent les premiers halls sans difficulté, explorent des pièces vides, prennent des photos, tout semble normal, jusqu'à ce qu'ils trouvent une trappe métallique menant à un niveau inférieur, une zone qu'ils n'avaient jamais vue sur les plans. La trappe est lourde mais ouverte, ce qui les intrigue, ils descendent un à un dans un couloir étroit, plus bas que les autres niveaux, où l'air est plus froid, plus humide, et surtout totalement silencieux, un silence anormal, comme si même leur propre mouvement était absorbé, leur lampe éclaire des murs bruts, sans marquage, sans graffiti, ce qui est étrange pour un lieu abandonné depuis longtemps. Ils avancent lentement, découvrant plusieurs embranchements, mais très vite ils remarquent que le réseau de couloirs ne suit aucune logique, certaines sections semblent se répéter, d'autres se terminent brutalement, comme si l'endroit avait été modifié sans cohérence. L'un d'eux propose de marquer leur chemin pour éviter de se perdre. Ils tracent des repères simples sur les murs, mais après quelques minutes, ils retombent sur un de leurs marquages. Sans avoir fait demi-tour, ce qui crée un premier moment de doute, ils continuent malgré tout, pensant à une confusion, jusqu'à ce qu'ils entendent un bruit derrière eux, un léger frottement, comme quelque chose qui glisse sur le sol. Ils se retournent immédiatement, éclairent le couloir. Rien, seulement l'obscurité et leurs propres traces. Ils avancent plus vite. Le bruit revient plus proche, toujours derrière eux, jamais visible. Puis, sans prévenir, leur lampe vacille brièvement, et pendant cette fraction de seconde, l'un d'eux affirme avoir vu quelque chose au fond du couloir, une forme basse, allongée, qui n'était pas là avant. Les autres n'ont rien vu. Mais ils ont tous entendu le bruit, cette fois, plus clair. Comme un déplacement irrégulier, pas vraiment des pas, plutôt quelque chose qui se traîne, s'arrête, puis reprend, avec un rythme imparfait, presque maladroit, et la tension monte brusquement. Ils décident de faire demi-tour et de remonter par la trappe. Mais en revenant en arrière, ils ne la trouvent plus. À la place, seulement un plafond continu sans ouverture. Comme si la trappe n'avait jamais existé. Le doute devient panique. Ils cherchent une autre sortie, accélèrent dans les couloirs, mais plus ils avancent, plus l'espace semble se déformer, les passages deviennent plus étroits, puis plus larges, certains murs semblent se rapprocher légèrement, comme si l'endroit lui-même changeait. Et le bruit ne les quitte plus, toujours derrière. Toujours à la même distance. Puis, pour la première fois, ils entendent autre chose, un second son plus faible. Comme une respiration irrégulière, synchronisée avec les pauses du déplacement. Ils comprennent alors qu'ils ne sont pas seuls. L'un d'eux trébuche, tombe et en se relevant, jure avoir senti quelque chose passer très près de sa jambe, sans le toucher, mais assez proche pour déplacer l'air. Il le relève, paniqué, et continue à courir, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent enfin une ouverture, une porte métallique entr'ouverte au bout d'un couloir. Ils s'y précipitent, la franchissent. Et débouchent dans une autre partie du complexe, qu'ils reconnaissent immédiatement. Ils sortent du bâtiment sans se retourner. Une fois dehors, ils reprennent leur souffle, encore sous le choc, mais soulagés d'être sortis. Pourtant, quelque chose ne va pas. Ils comptent 1, 2, 3, puis s'arrêtent. Ils sont 4, toujours 4, mais aucun d'eux ne se souvient clairement du moment où ils ont quitté les couloirs souterrains comme un vide, un passage manquant. Plus tard, en visionnant leurs enregistrements, ils découvrent une anomalie. À un moment précis, la caméra filme le groupe en train de courir dans un couloir. On distingue clairement les 3 premiers puis le 4e. Et derrière lui, pendant une fraction de seconde, une forme basse et allongée qui semble se déplacer exactement au même rythme que lui. Mais le plus dérangeant n'est pas là. Juste après cette image, le son change et on entend 4 respirations, puis une 5e très lente et très proche. Et aucun d'eux n'a jamais réussi à expliquer d'où elle venait. Depuis cette nuit, aucun n'est retourné faire de l'urbex. Parce qu'ils ne sont pas certains d'être revenus seuls.
Il répondait avant qu'on parle. Cette histoire aurait été racontée par plusieurs personnes d'un même cercle d'amis vivant dans une grande ville, concernant un jeune homme qui travaillait de nuit et vivait seul dans un appartement situé dans un immeuble ancien, un endroit bruyant en journée mais étrangement calme la nuit, surtout à partir d'une certaine heure, et tout aurait commencé après une soirée banale où ils avaient tenté une séance de Ouija, sans réelle conviction, juste pour essayer, ils avaient ri, posé quelques questions, obtenu des réponses incohérentes, puis arrêté sans vraiment prendre ça au sérieux, sauf qu'un détail avait été oublié. Ils n'avaient pas correctement mis fin à la séance. Les jours suivants, rien ne se passe, jusqu'à ce que le jeune homme commence à ressentir un malaise chez lui, une impression d'être observé, constante, surtout dans son salon, là où la séance avait eu lieu. Il pensait à de la fatigue, à son rythme de travail, mais très vite, des choses changent, des objets légèrement déplacés, des lumières qui s'éteignent sans raison, des bruits discrets la nuit, comme des déplacements lents dans les pièces, toujours hors de sa vue. Puis son comportement commence à évoluer, subtilement au début, il devient plus silencieux, plus absent, comme distrait, et surtout, il développe une habitude étrange. Il répond à des questions avant même qu'on les lui pose, comme s'il anticipait les conversations, parfois avec quelques secondes d'avance, ce qui met ses amis mal à l'aise sans qu'ils osent en parler directement. Les choses empirent lorsque certains remarquent qu'il murmure seul, à voix basse, souvent dans le noir, et que ses phrases n'ont pas toujours de sens, comme si elles étaient répétées ou apprises, et un soir, l'un de ses amis, resté dormir chez lui, se réveille en entendant une voix dans le salon. Il pense que le jeune homme parle au téléphone, mais en s'approchant, il réalise qu'il est seul, assis dans le noir, regardant dans le vide, et qu'il parle avec des pauses. Comme s'il écoutait une réponse entre chaque phrase. Il retourne se coucher sans intervenir. Le lendemain, le jeune homme affirme ne se souvenir de rien. À partir de ce moment, les phénomènes deviennent plus marqués, il commence à avoir des absences, des moments où il reste immobile pendant plusieurs secondes, voire minutes, avant de reprendre comme si rien ne s'était passé, puis il change physiquement, légèrement, pas au point d'être méconnaissable, mais assez pour que ses proches sentent que quelque chose ne va plus, son regard devient plus fixe, plus vide, et surtout, il évite les miroirs, systématiquement. Un soir, ses amis décident de confronter la situation, ils lui parlent de la séance, des comportements étranges, et à ce moment précis, il se met à sourire, lentement, un sourire qui ne correspond pas à la situation, puis il dit simplement « Vous avez déjà demandé », ce qui les glace immédiatement, car personne n'avait encore posé de questions à ce moment-là. Après cela, ils décident de refaire une séance pour fermer ce qu'ils ont ouvert, malgré leur peur, ils s'installent, posent leurs doigts sur le verre, et celui-ci se met à bouger immédiatement, sans qu'aucune question ne soit posée, glissant de manière fluide, rapide, formant des mots incomplets, puis s'arrêtant brusquement sur une seule réponse, trop tard. Le verre devient alors impossible à déplacer pendant quelques secondes, comme bloqué, avant de se libérer d'un coup. Le silence qui suit est lourd, presque insupportable. Les jours suivants marquent une rupture nette, le jeune homme ne sort presque plus, ne répond plus aux messages, et lorsqu'un ami finit par venir le voir, il le trouve dans l'appartement, dans le noir complet, immobile, assis au milieu du salon, il ne réagit pas immédiatement, puis tourne lentement la tête vers lui, avec un regard vide, et dit d'une voix basse, presque décalée, « Il n'y a plus de place ». Après cet événement, il est pris en charge et disparaît progressivement du cercle social, sans que personne ne sache vraiment ce qu'il est devenu, mais le détail le plus dérangeant reste ce que plusieurs de ses amis ont rapporté après coup. Parfois, en pleine nuit, ils reçoivent un message de sa part, vide, sans texte, envoyé à des heures précises. Et quelques secondes avant la réception, certains affirment entendre, chez eux, un léger murmure, comme une tentative de parole, exactement comme celle qu'ils avaient entendue dans l'appartement. Comme si quelque chose n'avait pas seulement pris sa place, mais avait trouvé un moyen de continuer à atteindre les autres.